Ouais. Lancé ? Ouais, c'est lancé. Top. Bon, déjà, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce tout premier podcast AOS, ou plutôt AMS. On a autour de la table Théophile Chinine, Amélie Ploquin et Patrick Guimonet. Et je vais laisser la parole tout d'abord à Patrick qui va nous présenter un petit peu AOS, AMS et vous expliquer tout ce qui est fait. Et puis après, on va pouvoir se lancer sur le sujet de la gouvernance Teams tous ensemble. Voilà, très rapidement, je pense que si vous êtes là, vous connaissez déjà un petit peu ou beaucoup la communauté AOS. On vient de se renommer en AMS pour un petit peu tenir compte de l'évolution côté Microsoft, donc qui met beaucoup plus l'emphase sur Microsoft 365 que sur Office 365, qui est un tout petit peu en train de disparaître. Ça existe encore dans les offres entreprises, mais je fais le pari que c'est peut-être pas pour longtemps. Donc AMS, Azure, Microsoft 365, SharePoint. On vient un petit peu du monde SharePoint pour beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, il manque peut-être Teams. On fait tous, qu'on le veuille ou non, beaucoup de Teams, à la fois en réunion, mais aussi pour évangéliser nos clients sur les bons usages de Teams. Et évidemment, tous les autres outils du très riche de la très riche panoplie Microsoft 365 sont au programme de nos échanges. Donc, on a historiquement fait beaucoup d'événements en présentiel. On aimait bien se rencontrer pour de vrai. C'est un peu plus compliqué de nos jours. Donc là, on est depuis le mois de mars sur du online à fond, on peut le dire. Donc le jeudi, c'est notre jour. Pour une fois, on se retrouve sur ce podcast. Donc je vais laisser Adrien peut-être nous expliquer ensuite pourquoi il a voulu faire des podcasts et quelle est l'idée. Mais tout le monde voit bien ce que c'est un podcast. C'est pour échanger autour d'une thématique qui va nous concerner tous, puisque Teams concerne encore une fois tout le monde. Et voilà, je voulais vous remercier d'être là et vous dire qu'un jeudi sur deux, on va faire un podcast et un jeudi sur deux, on va continuer les AOS Online, donc qui sont plus en format présentation d'un sujet ou de deux sujets et plutôt le soir. Donc comme ça, je pense qu'on couvre un peu tous les besoins, toutes les envies des uns et des autres et tous les usages. En tout cas, dans le mode online, on est assez riche puisque on va tout retrouver soit sous forme de vidéo, soit d'audio en plus disponible. C'est un des gros avantages du online, on peut tout enregistrer. Voilà, je vais m'arrêter, sinon en une demi-heure, je vais prendre tout le temps de parole. Super. Du coup, Amélie et Théo, je vous laisse vous présenter. Ça marche. Du coup, Amélie Ploquin, je suis enchantée d'être parmi vous aujourd'hui. Dans la vie, je suis consultante en conduite du changement chez Azeo et j'ai une approche résolument usage et collaborateur centrique, on va dire. Et de mon côté, Théophile. Hop, je mute juste Jeff qui vient d'arriver. Jeff qui veut faire une tonitruante. Je travaille avec Patrick Guimonet chez Abalone en tant qu'architecte Microsoft 365, plutôt côté technique, et mes centres d'expertise tournent plutôt autour de tout ce qui est collab, Teams, SharePoint historiquement, et beaucoup de Power Platform en ce moment, donc plutôt Power Apps et Power Automate. Ok. Et puis du coup, je vais me présenter. Donc Adrien Nessine-Socard, moi je travaille dans la structure qui s'appelle UpCollab, surtout sur tous les aspects synergie entre la Power Platform et Teams, plutôt technique à l'origine et par la force des choses de plus en plus métier, parce que les deux doivent travailler ensemble. Donc comme l'a rappelé Patrick, ce podcast c'est un projet un petit peu tout nouveau. L'idée des podcasts, c'est quelque chose qui, moi, me plaît et que j'ai en tête depuis très longtemps. J'ai rejoint la communauté AMS maintenant depuis presque un an. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je participais aux événements et je me disais, c'est dommage, il manque ce créneau podcast. Et puis, au fil des échanges, on s'est dit, pourquoi pas lancer ça? Il y avait déjà eu des podcasts avant, pourquoi pas les relancer? Et puis, le format, le fait qu'on soit tous à distance s'y prête pas mal. Et l'idée, ça sera de vous présenter un format un petit peu différent de ce que vous pouvez voir le jeudi. Ici, on va très peu partager de contenu, ça va beaucoup être de l'échange. Quand le jeudi, vous pouvez vraiment découvrir que ce soit des démos et autres. Donc, comme ça, vous aurez un panel
d'expériences proposées par la communauté différentes. Et vous pourrez choisir l'un, l'autre, idéalement les deux, hein, mais vous pourrez choisir. Voilà. Donc je vous propose de se lancer sur le sujet. Le sujet, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette gouvernance Teams et aborder avec vous un petit peu les différents aspects que peut amener la gouvernance Teams. Et l'un des premiers points qu'on souhaitait, sur lequel on souhaitait échanger et puis partager avec vous, c'est ce côté, la gouvernance Teams, elle existe depuis le début de Teams, mais elle a évolué aussi au gré des évolutions techniques et au gré, je pense, et je laisserai Amélie nous dire ce qu'elle en pense, des évolutions un petit peu de la maturité des populations par rapport à Teams. Les gens sont quand même beaucoup plus matures aujourd'hui dans Teams qu'ils n'étaient il y a 4 ans. Et pour autant, on découvre encore des populations aujourd'hui qui découvrent totalement Teams et à qui on doit aider à faire les premiers pas qu'on faisait nous-mêmes il y a 4 ans. Et donc, du coup, sur cette trame d'évolution de Teams, où est-ce que vous voyez, Amélie et Théo, l'évolution de cette gouvernance qu'on avait au début de Teams qui évolue petit à petit? Je te laisse la parole, Amélie. J'allais dire, alors, moi, ce que je vois évoluer, c'est l'automatisation de certaines parties de la gouvernance. Alors, j'aurai l'occasion de développer un peu plus tard. Moi, de mon point de vue, la gouvernance, elle est multiple. Il y a une gouvernance qui est, de mon point de vue toujours, hein, je rappelle, moi, je suis vraiment pas technique. Donc, une gouvernance que j'appelle technique, qui est le déploiement de templates, la mise en place de formulaires de demande, de validation, de déploiement d'équipes Teams, par exemple, ou d'espaces collaboratifs. Et il y a une gouvernance qui est beaucoup plus fonctionnelle, qui est quand même liée à la technique, hein, et on le verra, mais qui donne les grandes lignes d'usage pour les utilisateurs. Et moi, ce que je vois évoluer, c'est la mise en place de toutes ces automatisations, templating, déploiement automatisé, etc. Et j'allais dire encore aussi la gouvernance fonctionnelle. J'ai pas mal travaillé au moment du confinement sur ces grandes règles d'usage parce que du coup, Teams avait été déployé très très rapidement et bon, forcément, ça n'avait pas été bien étudié. Les études d'impact ont été un peu mises de côté parce qu'il fallait être en réaction. Et comme on connaît mieux le produit maintenant, globalement, ce qui, moi, je trouve, se dégage, c'est qu'on connaît mieux le produit, autant côté technique que côté fonctionnel. On réagit beaucoup plus vite et on se dit quasiment tout de suite après coup, bah oui, on va avoir besoin de maîtriser un petit peu tout ce qui se passe. Et donc, on va se doter d'outils pour nous aider à piloter. Donc, je le disais, un formulaire de demande, automatisation du déploiement, mise en place de templates, etc. Sur la gouvernance que j'appelle plus fonctionnelle, on sait qu'on a des besoins, on sait qu'il va falloir guider nos utilisateurs. La maturité est effectivement plus avancée qu'il y a 4 ans à la sortie du produit. Par contre, j'ai l'impression que en tout cas les entreprises ne savent pas encore très bien comment elles peuvent guider leurs utilisateurs au travers de cette gouvernance et de ces usages. Théo, t'en penses quoi, toi? Ouais, alors on parle beaucoup de provisioning, etc. Quand on parle de la gouvernance Teams, on en parle de plus en plus et au final, c'est des sujets qu'on abordait déjà il y a 2 ans. Je pense qu'au départ, déjà, pourquoi est-ce que les entreprises mettent en place Teams? Il y en a qui venaient de Skype. Aujourd'hui, on le voit de moins en moins. C'est-à-dire que les premiers pas de la gouvernance Teams, souvent, c'était alors j'ai un mode island, mes utilisateurs ils utilisent Skype, il y en a qui utilisent Teams, il y en a qui utilisent les deux, comment ils communiquent ensemble. Ça arrivait pas mal de fois en fait qu'on aborde le sujet par là, et puis c'est de moins en moins le cas. Maintenant, on a quand même pas mal d'entreprises qui arrivent soit directement dans le cloud, soit qui ont déjà fait la transition, on va dire voice, et qui commencent à se poser des questions au niveau collab. Après, oui, le provisioning de Teams, c'est des choses dont on parle depuis le début. J'ai l'impression que Microsoft est en train de reprendre un peu la main dessus, où ils ont laissé faire pas mal les partenaires, que ce soit côté Power Platform, que ce soit côté éditeur tierce. Et j'ai l'impression qu'ils reprennent un peu la main dessus avec la sortie des templates, par exemple. Donc voilà, j'ai l'impression que voilà, Microsoft laisse un peu se faire les partenaires, reprend les idées après pour les centraliser, et c'est bien, hein, c'est comme ça que ça fonctionne depuis longtemps, et tant mieux si ça arrive nativement. Enfin, du coup, la gouvernance, elle évolue vraiment dès l'instant on est sur un produit SaaS. Elle évolue vraiment tous les mois, c'est-à-dire que je me rappelle au début, je faisais des fichiers Excel pour montrer la configuration qu'on mettait en place sur le tenant. Ça marchait bien. Aujourd'hui, si je fais ça, je suis obligé de refaire mon fichier Excel toutes les 2 semaines. Donc, on est obligé, enfin la gouvernance Teams, c'est plus quelque chose qu'on met en place au début d'un projet de mise en place. C'est
une affaire de tous les jours et c'est quelque chose qu'il faut suivre constamment parce que voilà, on en parlait tout à l'heure, il y a des choses activées en PowerShell, des choses qui sont activées par défaut. On a vraiment, je parle vraiment du côté technique, hein, je parle vraiment moins du côté fonctionnel. C'est plus une préface du projet de déploiement Teams, c'est vraiment un travail quotidien. Oui. Et d'un point de vue des utilisateurs, pareil, hein, ça va en phase avec la conduite du changement. Je pense ceux qui préparaient beaucoup de slides pour présenter les fonctionnalités de Teams, quand il y a le nouveau bouton conversation qui est sorti, il faut refaire tous les slides. Donc je pense que c'est plus une éducation de fond à faire sur les utilisateurs. Et ce que nous a appris les années, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut en termes de gouvernance technique si les utilisateurs sont pas correctement accompagnés, ça sert pas à grand chose, quoi. Oui, justement, ça me faisait penser, j'avais envie de rebondir là, au fait que finalement, moi, au départ, quand on parlait de gouvernance, c'était quelque chose qu'on se fixait une bonne fois pour toutes, les règles, ça va être comme ça, et on y va. Et maintenant, finalement, on se rend compte que c'est vivant et que c'est amené à bouger quasiment tous les jours. Donc, on n'est plus effectivement sur ces choses assez figées, mais sur quelque chose au fil de l'eau, qu'on va venir réviser en fonction des nouveautés, des usages, etc. Et par rapport à ce que tu viens de dire, Amélie, moi j'ai une question pour Patrick. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Je crois que Patrick, tu es beaucoup plus en contact alors je prends mon cas, que moi-même, mais peut-être même que d'autres, avec des DSI. Est-ce que ce concept, cette vision du besoin de gouvernance, du fait que la gouvernance, c'est pas juste quelque chose qu'on met en janvier et qui n'aura pas bougé en décembre, est-ce que ces personnes-là, pour toi, elles l'ont, ou est-ce que le besoin de gouvernance, il est plus, il faut juste que ça soit clean et qu'il n'y ait pas de grosses failles de sécurité, plus qu'autre chose? Ouais, moi, ce que je constate, c'est effectivement plus. On est encore dans ce que j'appelle la gouvernance punitive. C'est voilà, faut bloquer le truc au maximum pour garantir qu'il n'y ait pas de gros problèmes qui remontent à la direction, on va dire. Okay. Qu'il n'y ait pas de grosses dérives, qu'il n'y ait pas des gens qui créent 50 Teams et que ça soit vu comme un gaspillage de ressources, même si concrètement, moi je suis toujours un peu sceptique dans le sens où voilà, bloquer tout pour bloquer, on perd un peu l'intérêt d'un outil comme Teams, hein, donc faut quand même être super vigilant. C'est pas, je pense, Amélie qui nous dira le contraire. Si on bloque plein de choses, l'utilisateur, au final, il risque une chose, c'est de s'en aller et d'aller, je sais pas quoi, faire ses conversations dans Facebook ou dans Slack. Donc, faut quand même être très vigilant sur cette gouvernance un peu punitive. Et moi, de ce que je constate, après, effectivement un peu de nos expériences respectives, mais il y a quand même aujourd'hui plutôt cette volonté vraiment de verrouillage avant de promouvoir peut-être plus les bonnes pratiques versus les mauvaises, les règles qui ont de l'utilité versus des règles qui sont juste là pour bloquer. Donc, okay. Moi, ce que je constate, c'est que la gouvernance, elle n'est pas encore vue comme un élément du projet. C'est plus, c'est comme c'est malheureusement aussi un peu le cas de la sécurité au sens un peu plus large. On s'assure déjà qu'il n'y a pas de trou, mais on ne met pas ça de manière positive. Ça reste encore assez négatif en bloquant des choses, en interdisant des choses. Et c'est dommage. Je prends juste un exemple et j'en ai la parole sur l'aspect nommage, par exemple, des Teams. Je pense qu'il y a plein de règles toutes bêtes, toutes simples à mettre en place pour que les gens s'y retrouvent, tout simplement, parce que dès qu'on a plus de, on va dire, 10 Teams, on est tous à la recherche potentiellement de l'équipe qui parle de tel sujet, etc. Donc plutôt que de bloquer les gens sur il faut pas qu'ils mettent des gros mots ou il faut pas qu'ils mettent je sais pas quoi dans le nom, il faut vraiment orienter ça vers essayons de trouver tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, c'est bien sûr la DSI mais aussi les métiers, hein. Ça doit vraiment être un travail commun sur qu'est-ce qui dans l'entreprise, l'organisation aura du sens pour que tout le monde s'y retrouve beaucoup mieux, quoi. Ouais, c'est marrant ce que tu présentes parce que ça me fait penser un petit peu à certaines organisations qui, il y a longtemps, quand je dis il y a longtemps, je parle il y a au moins 10 ans, qui en étaient encore à chercher un peu comment organiser leur filer avec leur bon dossier pour pouvoir s'y retrouver. Et en fait, du coup, on revient presque aux bases avec Teams, qui est que, oui, quand on crée des équipes, on le voit très vite, des organisations qui ne mettent pas de convention de nommage, ou même plus qu'une convention de nommage, qui ne vont pas aller
utiliser des petites techniques bien pratiques qui vont être de mettre des préfixes qui seront visibles dans l'interface de Teams et qui vont aider à la recherche pour vraiment faciliter ce côté expérience, faire en sorte que les utilisateurs, quand ils cherchent quelque chose, c'est quand même notre boulot du quotidien, je trouve, est énormément impacté par le temps de recherche, et on perd énormément de temps à chercher de l'info. Des fois, c'est parce qu'on la cherche mal. Concrètement, on oublie qu'on a une barre de recherche qui est surpuissante dans Teams. Moi, le premier, j'oublie de m'en servir. Et des fois, je me bluffe moi-même en disant « Ah oui, ça peut… » en écrivant juste les 3 lettres ici, je tombe directement dans l'équipe Teams. Ah oui, effectivement, ça m'évite d'avoir à scroller mes 50 équipes Teams pour aller trouver la bonne. Mais il y a aussi d'autres manières de faire, comme tu dis, avec les préfixes, rendre les préfixes visibles, et ça peut aider dans cette recherche, clairement. Je pense que le problème, il est aussi du fait que c'est des projets qui sont souvent portés par les DSI. Et ça, de toute façon, tout le monde le dit, tous les consultants qui font du déploiement Teams, ils vont le dire, un projet Teams DSI centrique sans considérer les métiers, sans passer par les usages, ça marche pas. Ok, mais est-ce que pour la gouvernance, c'est pas la même chose? Est-ce que la gouvernance, voilà, que ce soit vu comme un pré-projet de la part de la SI, avant d'analyser les usages, on va d'abord regarder ce qu'on bloque. En fait, c'est peut-être cette approche-là qui est entre guillemets mauvaise dans certains cas et qui va justement bloquer certaines choses, faire en sorte que vos utilisateurs ils soient complètement exclus de la gouvernance, que ce soit pas adapté, etc., etc. Donc, je pense que le problème de souche sur le pourquoi besoin d'une gouvernance, au-delà même du pourquoi le besoin de gouvernance, c'est qui doit faire partie de cette gouvernance et qui doit donner son mot sur cette gouvernance, quoi. Et là où je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est que ça peut se justifier éventuellement, on va dire, il y a 3 ans, quand Teams c'était un produit vraiment super jeune et super immature, j'ai envie de dire. Maintenant qu'on atteint quand même une certaine maturité, bon, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui arrivent et ça c'est mis à jour régulièrement, mais je dirais les bases de Teams ne changent plus trop. Il y aura des équipes et je pense que ça restera pour toujours tant que Teams existera. Il y aura il y a quelques invariants, il y aura des canaux, il y aura des chats. Et là, on est donc sur quand même le cœur du produit, à mon sens, il est quand même assez figé. On n'a plus vraiment… Enfin, c'est dommage de rester encore sur cette idée d'il y a 3 ans où on bloque tout et on attend de voir un peu ce qui se passe. Je dirais là, on a quand même des retours suffisants. Oui, et puis j'allais dire, du coup, ça me fait plaisir de vous entendre dire ça parce que toutes ces règles un peu punitives, j'aime bien cette expression aussi, Patrick, si tu me permets, je la reprendrai. Pour moi, ça freine énormément l'adoption et c'est un peu pour ça aussi que je participe aujourd'hui. C'est que, je vous le disais, pour moi, il y a 2 gouvernances. Il y a la gouvernance IT qui, à mon sens, est un peu plus punitive, un peu plus restrictive, et toute cette gouvernance que moi j'appelle fonctionnelle qui, en fait, va nous aider à faire adopter les usages et faire adopter les outils. Parce que si les utilisateurs ne savent pas quoi faire des solutions, au-delà du est-ce qu'on fait une convention de nommage, etc., c'est leur dire qu'est-ce que vous avez le droit de faire dans la solution, ne pas faire, et comment ça peut vous aider. La convention de nommage, il faut toujours penser aux bénéfices pour l'utilisateur. Alors bien sûr, il y en a plein pour les DSI de faire de la gouvernance, et c'est d'ailleurs, j'allais dire à la base pour ça qu'on l'a fait, mais il ne faut pas oublier que c'est les gens qui vont utiliser nos produits, donc peu importe si ça aide la DSI, je veux dire, les utilisateurs, quelque part, ils s'en fichent. Donc, ce qu'il faut, c'est leur montrer qu'il y a des bénéfices aussi. Et en fait, cette gouvernance, moi, en tout cas, elle va m'aider sur la conduite du changement à donner le cadre et à donner du sens. Patrick, tu l'as dit tout à l'heure, ça donne du sens aux choses. Donc, si les utilisateurs ne savent pas quoi faire des outils, ils vont être perdus, c'est pas cadré, ils vont pas s'emparer des outils. Et en plus, ils vont dire, c'est chiant parce que je peux pas faire ce que je veux. Donc, je me sens brimé et ça va donner lieu à du shadow IT. Ça, c'est sûr. Donc, je l'ai dit, du cadre, du sens, des éléments rassurants. Et la gouvernance, pour moi, c'est ce qu'elle fait. Elle pose un cadre, elle donne du sens et elle rassure aussi. Elle doit. Malheureusement, c'est pas toujours suffisamment le cas. Alors je suis complètement d'accord avec toi. Après, c'est pour ça que c'est aussi une co-construction, parce qu'il va y avoir des éléments rassurants pour une DSI. J'en veux par exemple pour les partages externes, on va essayer de sécuriser un peu, etc. Mais je trouve que du coup c'est rassurant, et il faut le montrer que c'est rassurant aussi pour les utilisateurs, parce que on a pensé à peu près à tous les cas de figure, et si on leur dit qu'ils ont le droit de le faire, ils ont le droit de le faire, et c'est sans risque. Je pense au partage externe, en tout cas si ça a bien été cadré, défini. Aujourd'hui, en plus, on en entend beaucoup parler. On sait que le mois de septembre, ça a été un gros mois pour la cybersécurité, et Soprasteria s'est fait ransomware la nuit dernière. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, on sait que c'est un enjeu majeur.
Et si on parle juste du partage externe, c'est à la fois un élément de gouvernance technique, sécurité hyper important, mais du coup, pour moi, ça devient aussi un élément fonctionnel parce qu'on va pouvoir rassurer nos utilisateurs en disant, bah oui, on a vraiment été au maximum de ce qu'on pouvait étudier côté sécurité, et si on vous dit que vous pouvez y aller, c'est vraiment que c'est sécurisé, donc allez-y, n'ayez pas peur de le faire. Donc pour moi, il y a un côté rassurant des deux côtés finalement. Et effectivement, la gouvernance, c'est vraiment quelque chose. Et moi, quand je prends en charge un projet d'accompagnement du changement, c'est ma pierre angulaire. S'il n'y a pas de gouvernance qui a été définie, je vais revenir vers mon client et je vais lui dire d'abord, on travaille une gouvernance ensemble pour les éléments de sécurité, pour les éléments de mise en place de templates, etc. D'une part, parce que vous, côté DSI, ça va vous aider à maîtriser votre SI. Et d'autre part, parce que moi, mes utilisateurs, je vais pouvoir leur dire, ça se passe dans ce cadre-là. Vous pouvez ou ne pouvez pas créer des équipes tout seul. Si vous pouvez, allez-y, et je vous explique comment. Si vous ne pouvez pas, je vous explique pourquoi vous ne pouvez pas. Et il y a différents aspects. Est-ce que vous pouvez partager à l'externe ou pas? Et à ce moment-là, pareil, on explique. On peut partager à l'externe parce que c'est maîtrisé, c'est rassurant et en sécurité, etc. Ou on ne peut pas parce que. Et là, on donne des éléments aussi. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça qui est important, c'est pouvoir expliquer le pourquoi. Pourquoi on fait les choses et donner le sens et le cadre. Donc, du coup, on le fait dans telle limitation et on le fait dans ce sens-là. Et après, ça va être beaucoup plus simple. Ton parcours utilisateur, il va être borné par des choses et ça va être beaucoup plus simple de projeter l'utilisateur dans sa solution. Ok. Moi, j'aime beaucoup ce que vous avez partagé sur le côté, le lien entre le business et la technique. C'est très vrai. Malheureusement, mon expérience de mon côté, c'est que 80% des projets de gouvernance Teams, et même en allant plus large, gouvernance collaborative, parce qu'à partir du moment où on parle de gouvernance Teams, en fait, on parle même de la gouvernance collaborative. On gouverne pas des Teams, on gouverne des groupes, d'un point de vue technique. Donc, puisqu'on gouverne des groupes, on gouverne du SharePoint, du Yammer, enfin, c'est une gouvernance collaborative à l'échelle de l'organisation. Et malheureusement, à chaque fois que j'ai été en face et avec comme sponsor seulement la DSI, on a beaucoup de freins côté métier. Et c'est très dur de venir d'expliquer, non, toute cette partie-là, convention de nommage, etc., oui, c'est plus côté DSI, mais il y a toute la partie métier et il y a toute la partie, pour moi, templétisation. Et c'est surtout sur ce point-là que j'arrive à faire rentrer les métiers dans la boucle. Parce qu'en fait, sinon, on va se retrouver à faire une gouvernance où concrètement, on va gérer que les settings pour la DSI. Donc, comme a dit Patrick, des settings plutôt punitifs ou restrictifs qui n'apportent pas de valeur ajoutée réelle à l'expérience du collaborateur. Et si on se projette, quand on fait de la gouvernance, tu l'évoquais tout à l'heure, Amélie, avec l'automatisation, l'idée, c'est de ne pas se résumer à la gouvernance, mais d'aller beaucoup plus loin, de commencer à toucher à l'automatisation des espaces de collaboration et surtout à faire, de mon point de vue, plus une gouvernance métier qu'une gouvernance technique. Et ce que je veux dire par une gouvernance métier, c'est dans le sens où, pour moi, les templates qu'on co-construit avec des métiers doivent apporter une plus-value dans l'utilisation de Teams, mais surtout doivent apporter une plus-value dans le travail au quotidien des collaborateurs. Si on a la possibilité d'automatiser énormément de choses lors de la création de Teams parce que ça se déclencherait par rapport à un process bien défini métier, on fait réellement de la valeur ajoutée, on apporte de la plus-value à la solution et au quotidien du collaborateur. Et du coup, aujourd'hui, comment pour vous ça se concrétise dans vos échanges avec les différentes organisations avec qui vous travaillez sur cet aspect templétisation? Parce que moi, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que beaucoup de populations veulent du Teams, consomment du Teams, veulent faire de la gouvernance de Teams, et une fois qu'on ouvre la porte et qu'on regarde réellement la maturité de ces populations, on se rend compte qu'elles découvrent réellement les capacités de Teams. Elles font du chat, elles font de la vidéo, elles font peut-être quelques fichiers, mais après, quand on rentre de manière avancée sur l'intégration de stream, l'intégration des onglets, l'intégration d'applications, l'intégration des notifications, etc., là, on voit qu'il y a quand même encore un gap à faire pour une grande partie de la population. Et pour autant, ce gap, il est très important parce que c'est là qui est pour moi la réelle plus-value de la gouvernance Teams. C'est à partir de ce moment-là qu'on a un retour sur investissement. Je pense que les templates là-dessus sont vraiment clés. C'est vrai qu'on pouvait le faire avant, je dirais en bricolant, hein, mais là, le fait que ça soit vraiment intégré dans la console d'admin, dans le produit vraiment nativement par Microsoft, c'est clé parce que les templates, c'est là où vont se retrouver, et tu l'as bien dit, mais je pense qu'il faut que tout le monde en ait conscience.
c'est là où on va pouvoir retrouver les admins et les métiers dans la même discussion, dans la même réunion, j'ai envie de dire. Parce que si on a, enfin, jusqu'à avant les templates, on n'avait qu'à mettre en avant, je dirais, des questions sur des paramètres techniques. Est-ce qu'on ouvre à l'extérieur? Est-ce qu'on autorise les gens à communiquer dans le chat, etc. Quand on parle template, ça parle usage et du coup, ça va parler au métier. Et le fait qu'on ait un template projet, un template, je ne sais pas, gestion d'événementiel, par exemple, si on parle de marketing interne, des choses comme ça, eh bien, là, on va vraiment parler au métier et l'IT va aussi être intéressé par un petit peu catégoriser tout ça. Donc, c'est en ce sens-là que la fonctionnalité vraiment de templatisation, on va le dire comme ça en français, de créer des modèles est vraiment très intéressante et elle montre quand même, à mon avis, elle nous permet de franchir une certaine étape dans la maturité du produit et dans la maturité de la gouvernance qu'on va pouvoir associer, qu'on va pouvoir définir avec nos clients. Et toi, Amélie, sur la transposition métier template, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu de manière très avancée ou est-ce que tu constates aussi ce que j'ai partagé qui est que c'est pas un manque de volonté des organisations, c'est très souvent, je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, mais c'est très souvent quand même un manque de connaissances sur ce que tu évoquais au début. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même revenir aux bases. C'est quel est votre niveau dans Teams et en fonction du niveau, on peut pas se permettre, je ne peux pas me permettre d'aller proposer une trentaine d'équipes Teams avec de l'automatisation à outrance à quelqu'un qui est encore à découvrir que dans Teams, il peut faire du planeur. Oui, tout à fait. Il faut y avancer par étapes. Et ça, c'est aussi une autre question. Je te rajoute une question. Une autre question que j'avais, qui est comment est-ce que toi, qui es plus experte sur ces aspects-là, tu gères la transition quand on met en place des solutions quelles qu'elles soient, hein, que ce soit les solutions tierces, les solutions à base de script, de Power Platform, quelles qu'elles soient, quand on met en place une solution de gouvernance, on va dire light pour commencer, parce que la population n'est pas très mature, la DSI commence à découvrir un peu tout le champ des possibles. Et comment est-ce qu'on arrive à s'assurer que c'est bien, mais ça va tenir 2 mois, parce qu'au bout de 2 mois, les utilisateurs, ils vont découvrir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils vont se dire, je peux faire tout ça. Et du coup, le template qui a été créé en janvier avec 2 canaux et pas d'onglet, il n'est plus pertinent en mars, il l'est encore moins en juin, et en décembre, les utilisateurs, si on leur a pas fait de modif, ils n'ont qu'une envie, c'est aller sur Facebook Workplace, parce qu'au moins, ils auront la liberté. Donc, ouais. Du coup, je me prends des notes en même temps. Pour moi, il y a 2 axes. Le niveau de maturité, et en fait, je partage tout ce qui a été dit. Ça me fait penser que on disait au départ que les clients aujourd'hui étaient plus matures sur Teams, ils connaissent mieux la solution, ils ont vu quelques usages. Pour moi, on en est à un niveau 1 en fait de la maturité. C'est-à-dire qu'on ne découvre plus le produit, on est sur une première étape. Par contre, ce que je constate, et peut-être que je regrette aussi un peu, c'est qu'on n'est pas encore dans une démarche globale, j'allais dire de digital workplace. Et je pense qu'on pourrait arriver au niveau 2 de maturité qu'on évoquait en mettant des outils comme Stream, alors j'allais dire Planner, mais Planner, en fait, je le croise de plus en plus souvent dans les équipes Teams dans lesquelles je travaille chez les clients. Mais sur des outils comme Stream ou d'autres, hein, venir mettre un workflow qu'on a développé sur la Power Platform dans Teams, pour l'instant, en tout cas chez les clients chez lesquels je travaille, c'est pas encore naturel. Parce qu'on n'a pas eu cette réflexion globale un peu digital workplace. On s'est dit qu'on allait mettre Teams pour les usages qu'on lui connaît, la communication et la collaboration, on va dire, simple. Et ensuite, on découvre que finalement, ça peut être bien plus puissant que ça et on va devoir revenir sur notre gouvernance et sur ce qu'on peut faire avec. Donc effectivement, comme on le disait, la gouvernance, ça doit être vivant et ça doit évoluer aussi avec ce qu'on découvre et ce qu'on met à jour en pratiquant l'outil. Donc ça, c'est une chose. Ta deuxième question, c'était, je sais plus. Si, comment je gère la transition? Justement, en faisant évoluer ces règles de gouvernance. Moi, j'aime bien travailler et m'appuyer sur un réseau. Alors, on appelle ça d'ambassadeurs, mais moi, je tends plus vers des micro-communautés. Je vais m'appuyer sur les assistantes. Je vais m'appuyer donc sur mes ambassadeurs référents, mais je vais aussi m'appuyer sur des gens un peu technophiles. On parle beaucoup de citizen developers chez Microsoft, mais on voit un peu l'idée.
pour les sonder régulièrement sur leurs usages, sur ce qu'ils ont découvert d'intéressant et ce qui leur a apporté de la valeur, parce qu'on travaille surtout là-dessus, sur la valeur ajoutée que ce que ça a pour le métier. Et je vais faire évoluer la gouvernance en fonction de ça. Effectivement, on va peut-être démarrer avec un template avec une équipe, 2 canaux et 3 onglets, ce qui sera très bien pour leur mettre le pied à l'étrier et commencer à leur donner le goût d'utiliser Teams. Et quand ce sera devenu facile, on fera évoluer les outils. Pour moi, ça ne sert à rien de venir et débarquer. Alors, ok, super, on a fait notre réflexion globale Digital Workplace avec un groupe de travail, etc. Et on va tout casser ce qui existe déjà. On va vous mettre ça, une équipe, stream, machin truc, et en fait, les gens, ils vont rien comprendre. Ça va être trop perturbant entre leurs habitudes de travail qu'ils avaient là jusqu'à hier et ce qu'on va leur proposer demain. Il faut y aller étape par étape. Donc, pour moi, en tout cas, et ce que je recommande, mais c'est ma méthode de travail, encore une fois, c'est ma conviction de consultante à moi, c'est d'y aller step by step. Donc, on fait la première marche, c'est qu'on va prendre les habitudes de travail qu'on a aujourd'hui, on va les transposer dans l'outil. Comme ça, on les fait rentrer dans l'outil, on voit que ça marche bien, on les perturbe le moins possible, idéalement. Et qu'une fois que ça marche bien, eh ben, on se repose la question, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Aujourd'hui, voilà, on voit que ça fonctionne bien. Qu'est-ce que vous aimeriez faire demain? Et là, on ressonde les besoins. Et là, on va commencer à les proposer de nouvelles briques. Donc, typiquement, moi, ça va surtout être du planner parce que c'est un outil sympa, facile à expliquer et on voit vite ce qu'on peut en tirer. Et puis, peut-être qu'après, sur le service communication, je mettrai du stream et puis un fil Yammer et puis je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je le gère comme ça, petit morceau par petit morceau. Et je me dis déjà, si je peux les emmener dans Teams pour qu'ils retrouvent leurs habitudes de travail, c'est bien. Et puis, une fois qu'on sera à l'aise sur cette méthode-là et ce fonctionnement-là, on va aller à l'étape 2 qui est qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus, mais toujours par petites touches. C'est pareil, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est à l'aise dans notre équipe Teams avec 2 canaux que demain on va en faire 15 et qu'on va mettre 50 onglets. Non, c'est vraiment, voilà, étape par étape. Moi, je rebondis sur ce que tu dis, Amélie, sur les niveaux de maturité et sur le fait d'y aller étape par étape. Je pense que tout ça, ça a été un petit peu chamboulé du coup par le confinement, parce qu'on a un peu cramé des étapes, quoi. Aujourd'hui, je pense que la première étape, on parlait collaboration, communication. La première étape, on a déjà franchi le pas de la communication dans Teams. C'est-à-dire que tout ce qui va être meetings et chats, ça, entre guillemets, grâce au confinement, c'est un peu coché. L'étape d'après naturelle, c'est la collaboration. Donc, si au lieu d'écrire des messages à une personne, on va plutôt le mettre dans un channel Teams parce que ça rend les choses pérennes pour l'entreprise, c'est partagé avec un groupe de travail, etc., etc. Et si on analyse aujourd'hui les tenants, et j'aime bien faire l'exercice sur pas mal de tenants de mes clients, c'est on regarde les statistiques, combien de messages individuels sont envoyés ou combien de messages de canaux sont envoyés. Et ça, c'est un bon indicateur pour connaître le niveau de maturité de nos employés. Quand on se rend compte qu'on a 80% des messages qui sont envoyés en chat individuel et 5% des messages qui sont envoyés dans les canaux, c'est qu'on n'est pas prêt à passer à l'étape d'après qui est stream, c'est qu'on n'est pas prêt à passer à l'étape d'après qui est le business apps dans Teams, c'est qu'on a raté la marche de la collaboration. Et c'est peut-être cette marche-là qu'il faut essayer de rattraper là, on va dire entre guillemets en post-Covid, c'est d'essayer de justement pas brûler ces étapes. Et là où c'est compliqué, je trouve, c'est que du coup, Microsoft a cette marche d'avance sur nous. Et si on prend Ignite cette année, ça tourne à 80% autour du business apps dans Teams. C'est parce qu'ils ont déjà coché la case que tout le monde était passé en mode collaboration dans Teams. Et pour autant, la réalité du terrain, c'est que les gens communiquent mais collaborent pas encore dans Teams. Ou alors ceux qui collaborent, ils sont en minorité. Et il faut rattraper cette marche-là avant de passer à l'étape d'après, qui est business apps dans Teams. Et là, oui, on pourra tirer tous les bénéfices et tous les retours sur investissement du modern workplace dans un lieu unique, un hub qui serait Teams. Mais voilà, je te joins sur le fait qu'il faut y aller petit à petit. Et pour savoir à quel moment on est prêt à passer à l'étape d'après, il faut mettre en place ces systèmes de monitoring. Il faut avoir des gens qui sont proches des métiers, qui font des vies ma vie, qui savent comment les gens travaillent, qui comprennent les pain points, parce qu'il y en a encore en termes de collaboration, en termes de communication, avant d'aller trop vite. Et souvent, le problème, c'est que la DSI veut aller vite dans son projet. Et on ne prend pas le temps justement de regarder vraiment ce qui est fait sur le tenant. On va prendre que nos ambassadeurs, et nos ambassadeurs, par défaut, ils sont ambassadeurs, ils sont bons dans ce qu'ils font, mais ce n'est pas forcément représentatif de ce qui est fait partout sur le tenant. C'est sûr. Et c'est pour ça, en fait, il y a vraiment quelque chose qui est clé pour moi, c'est les indicateurs. Et tu le dis très bien, il faut aller voir les indicateurs d'usage. Pendant un moment, c'était un peu la grande mode. On me demandait, ouais, vas-y, on va mettre des indicateurs. Tu peux me dire combien de personnes se sont connectées à Teams? Oui, je peux te le dire.
Mais se connecter à Teams en soi, ça veut rien dire. Ça veut dire que j'ai ouvert le logiciel et il faut aller voir ce qu'on fait à l'intérieur. Et je suis tout à fait d'accord. Je suis sûre que si on regarde les tenants de la majorité de nos clients là à cette période-ci, on va voir que la communication, voilà, tout le monde est à bord parce qu'avec le confinement, on a dû s'y mettre. Mais on en est là aujourd'hui, on est à l'étape 1. C'est qu'est-ce qu'on propose pour aller à l'étape 2. Et donc les indicateurs, pour moi, ils sont super importants et il faut s'en définir à chaque étape. Si on a une petite idée de par quelles étapes on veut passer, en face, il faut qu'on se mette des métriques d'usage et qui sont finalement assez fins, hein. On peut aller voir aussi donc tu le disais, le nombre de messages envoyés dans les canaux, mais le nombre de documents qu'on s'est partagés. On peut aller aussi extraire d'autres données, hein, du type la coédition, etc. Et c'est ça qui va pouvoir nous donner un peu le feu vert pour passer à l'étape d'après. Et c'est là aussi où je suis d'accord, les ambassadeurs sont des ambassadeurs et ne sont pas représentatifs de la population entière de l'entreprise. C'est pour ça que moi j'aime bien avoir d'autres communautés sur lesquelles m'appuyer. Pas que les ambassadeurs, ils sont très très bien et j'en aurai toujours besoin, c'est sûr, mais il faut aussi aller voir voilà, les clubs d'utilisateurs de je sais pas quelle application métier qui du coup sont pas forcément tout le temps dans Teams mais dans d'autres. Voilà, les assistantes aussi qui ont des cas d'usage hyper particuliers. Enfin, en fait, c'était aussi en ça que je disais, il faut aller sonder un petit peu ce qui se passe dans l'entreprise. Et vraiment quelque chose que moi je rappelle tout le temps, le temps humain, c'est pas le temps technologique. On sait qu'on a envie d'aller vite côté DSI. On sait que Microsoft nous balance un tas de trucs tout le temps, nouveautés, etc. Il faut pas oublier que derrière, on est tous des humains, qu'on a tous voilà, nos impératifs, notre pile de trucs à faire qui augmente. Et donc forcément, le temps humain, eh ben, il prend beaucoup plus de temps et le changement, on peut pas le décréter comme ça et ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Et ça, c'est vraiment un message fort qu'il faut garder et qu'il faut porter et que moi, voilà, je ne cesse de porter en tant que consultante en conduite du changement. Ok. Je pense que c'est important. 2 minutes. Je confirme que dans mon entreprise, on en est à ce niveau-là, basique. Et par exemple, on vient d'avoir une communication là, il y a quelques jours, pour nous dire qu'on avait accès à une plateforme digitale pour communiquer. Donc moi, je suis allée voir, il y a différents groupes. Je me suis inscrite dans différents groupes. J'ai regardé qu'est-ce qui venait d'être communiqué là ces dernières semaines. Et en effet, on voit qu'il y a une ouverture multichannel pour communiquer au sein de l'entreprise, quelle que soit la zone géographique où les gens sont basés. Mais c'est tout nouveau pour nous et c'est une nouvelle procédure. Et j'ai essayé de communiquer justement avec des pairs assistantes pour voir qu'est-ce qu'elles, dans leur secteur aussi, elles faisaient, est-ce qu'elles avaient les mêmes choses. Et pour l'instant, personne n'est revenu vers moi, donc ça doit être vraiment le balbutiement, quoi. Après, moi, ce que je trouve très intéressant là-dessus, et je vois le temps qui défile, ça permettra de faire la transition, c'est que associé à tout ça, il y a le côté expérience. Et je comprends ce que tu viens de dire, et je partage aussi, Amélie, la première étape. La deuxième, c'est quand même d'aller vers la collaboration et d'aller encore plus loin. Et d'un autre côté, moi, je viens du monde IT à l'origine. J'ai découvert SharePoint On-Prem. Après, j'ai laissé SharePoint On-Prem très rapidement pour aller sur SharePoint Online. J'ai découvert les intranets. J'étais fan. Puis Teams est arrivé. Du coup, les intranets, non merci, je veux surtout plus du tout en faire. Et là, Microsoft est en train de changer la donne parce que l'expérience dans Teams, elle est loin d'être parfaite et ces derniers temps, elle est loin d'être agréable parce que beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de notifications, même si on peut venir personnaliser et affiner un petit peu tout ça, si on est dans une entreprise d'une certaine taille, qu'on fait un métier qui peut être très prenant, on peut se retrouver débordé d'informations. Et c'est là que je me dis que du coup, l'intégration de SharePoint dans Teams, et donc de cette expérience qui va revenir nativement dans Teams, je pense que ça va amener beaucoup de choses et changer beaucoup de choses parce que autant il y avait beaucoup d'informations qu'on était obligé de mettre dans des onglets ou autres, et peut-être qu'on va pouvoir retrouver cet usage SharePoint qui n'a pas disparu. Il y a énormément d'organisations qui utilisent SharePoint au quotidien, et on va pouvoir le retrouver dans Teams. Et du coup, pour moi, je pense que ça va venir enrichir ce côté expérience. Je pense que c'est très, très important de ne pas oublier ce côté expérience, de ne pas oublier que pour qu'un collaborateur et une personne en général passe du temps dans un logiciel, il faut qu'elle kiffe le logiciel. Il faut qu'elle aime l'expérience qui est dedans, qui est portée. Pourquoi est-ce qu'on aime être dans un certain type d'outils? Peut-être parce qu'il y a des informations à valeur ajoutée, mais aussi parce que l'interface est bien pensée, parce que je peux retrouver mes informations rapidement, etc., etc. C'est pas que le contenu qui est présent, c'est aussi le parcours utilisateur qui est proposé, la manière de trouver l'information, la manière de rechercher. Et je pense que là-dessus, SharePoint a beaucoup à apporter à Teams
en venant s'intégrer dedans. Je sais pas ce que tu en penses, Patrick, toi qui es beaucoup plus SharePointer, on va dire, que de plus ancien que nous là-dessus. Historiquement. Et en voyant arriver justement ça, comment toi, tu as ressenti cette news? Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est génial. Parce que SharePoint, j'y touchais plus, quasiment, à part pour des aspects techniques ou documentaires avancés. Et là, je me suis dit, enfin, je vais pouvoir me réamuser à me faire mon petit site d'équipe, passer un petit peu de temps à rajouter quelques web parts, etc. Parce qu'il y a un réel intérêt, quoi. Ouais, tout à fait. Ça rejoint aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'au-delà de Teams ou de SharePoint ou de chacun des outils, il faut vraiment avoir une approche beaucoup plus globale, digital workplace, on peut l'appeler, même si c'est un terme un peu galvaudé par les temps qui courent. Mais une approche, on va dire, plus de l'expérience. Le mot que tu as utilisé, que j'aime bien aussi, c'est quelle va être l'expérience qu'on va proposer à l'utilisateur. Parce qu'effectivement, si on veut qu'il utilise ces outils plus de 5 minutes par jour, il faut que l'expérience... il faut que l'expérience, elle soit intéressante et elle soit attrayante, elle soit plaisante. Enfin, on peut trouver différents mots, sympathiques. Alors, il y a une partie de l'expérience, je dirais, heureusement ou malheureusement, on ne la maîtrise pas puisqu'elle vient quasiment de l'outil et on ne peut pas tout paramétrer. Mais il y a effectivement une grosse partie de l'expérience qu'on maîtrise complètement. Et on l'a vu, je peux citer un exemple, parce qu'on crée beaucoup d'événements en ligne, donc pour la communauté, nos différents événements communautaires. Et entre nous, on se pose par exemple des questions qui sont très intéressantes. C'est comment un événement en ligne il va être le mieux vécu. Est-ce qu'on va plutôt embarquer les utilisateurs dans une équipe et, je dirais, tirer à notre profit, donc un profit un peu détourné pour un événement, on va dire, un petit peu à l'extérieur d'une organisation. Donc, ce n'est pas forcément l'usage principal de Teams. Mais en tout cas, on peut utiliser Teams dans son expérience collaborative de l'équipe pour embarquer les gens dans un événement et leur donner l'impression qu'ils soient tous ensemble au même endroit au même moment. Ça, c'est typiquement ce qu'on avait fait pour le Power Saturday au mois de ceux qui ont suivi, qui ont eu l'occasion de rejoindre le Power Saturday du mois de juin. Ou alors, autre type d'expérience qu'on a vu aussi pour ceux qui ont suivi, par exemple, l'expérience Teamfest, qui est un super bel événement. Et là, on utilise une autre expérience où plutôt les gens vont plutôt se connecter en mode communication dans Teams. Je ne pense pas que, personnellement, l'un soit fondamentalement meilleur que l'autre. Je pense que les deux approches peuvent se valoir. Ça dépend après un petit peu de qu'est-ce qu'on veut mettre en place, quelle expérience on veut par rapport aussi à l'expérience de nos utilisateurs. La notion de maturité, moi, je suis super fan en fait d'intégrer cette notion-là parce que c'est essentiel. Enfin, un client qui utilise Teams depuis 3 mois n'a pas la même maturité qu'un client qui utilise Teams depuis 3 ans. Ça, c'est juste une évidence. Et donc, il faut proposer des choses adaptées aux uns et aux autres. Donc, revenir à l'expérience utilisateur. Et effectivement, SharePoint, donc pour finir et pour peut-être vraiment répondre à ta question, SharePoint a bien sûr des choses à apporter parce qu'on peut très facilement, je dirais, paramétrer la page SharePoint qu'on va inclure dans le Teams. On peut même maintenant y mettre de la 3D, donc SharePoint Spaces auquel tu t'es avec joie. Mais ça montre bien qu'on va pouvoir avoir une maîtrise peut-être en tout cas des options assez riches de ce qu'on va pouvoir embarquer ou pas dans Teams et du coup de l'expérience qu'on propose ou pas à nos utilisateurs. Ouais, et du coup, moi, je pense que je l'ai déjà dit, mais vraiment, ça montre qu'il faut qu'on apporte de la valeur à l'utilisateur pour qu'il ait envie d'utiliser. Et il faut répondre à la question, pour chaque personne, qu'est-ce que moi je gagne à utiliser vos outils? Et pour moi, c'est clé dans l'adoption. Il faut vraiment proposer une expérience, alors j'allais le dire un peu sans couture, mais qui soit facile et qui surtout montre qu'il y a un vrai bénéfice à l'utiliser. Parce que si c'est pour galérer, pas retrouver mes affaires, perdre du temps, franchement, je vais pas avoir envie de l'utiliser et c'est tout à fait normal. Donc il faut toujours, elle est là mon approche et pour moi, il faut toujours garder et remettre l'utilisateur au centre de toute notre réflexion. Qu'est-ce qui va faire qu'il va utiliser votre outil? C'est simplement que son expérience, elle va être cool, elle va lui apporter du plus. Voilà. Donc c'est vraiment valeur ajoutée, bénéfice produit. Et d'un point de vue technique, concrètement, oui, ça va passer par du SharePoint avec de la personnalisation de SharePoint. SharePoint moderne est quand même plutôt sympa pour ceux qui ont connu SharePoint 2007 par exemple. Je veux dire, il n'y a pas de comparaison.
sympa, moderne, etc. Avec le SPFX qui arrive dans Teams. Teams as a platform, c'est un terme qui est de plus en plus utilisé. Et en termes vraiment de personnalisation de Teams, on avance. Microsoft avance quand même pas mal et ça va permettre aux vraiment customiser Teams, que ce soit via du SharePoint ou via du développement SP pour répondre à des besoins SP. C'est quelque chose qui est de plus en plus permis. Et donc, du coup, on pourra de plus en plus mettre l'accent sur l'expérience apportée aux utilisateurs via ces DevSP. Je ne promeux pas du tout le DevSP, mais ce que je veux dire, c'est que Microsoft y pense et ça va être de plus en plus fait pour qu'on soit capable de personnaliser l'expérience qu'on donne à nos utilisateurs, que ce soit via de la Power Platform, via du dev spécifique. Et puis, c'est un bon point pour le produit, en fait, étant donné que ça va être notre porte d'entrée. C'est vraiment un bon point pour le produit qu'il y ait cet accent qui soit mis sur la customisation. Ouais, pour terminer sur le sujet expérience, moi, là où j'attends beaucoup de justement cette intégration avec SharePoint, même si on peut déjà en faire en partie en intégrant des pages, c'est qu'aujourd'hui, le fameux wiki qu'on s'amuse tous à supprimer parce que personne ne sait réellement utiliser et de fait, by design, on ne peut pas effectuer de recherche dedans, donc ça n'a aucun intérêt en soi. Avoir des pages personnalisées par équipe Teams, des pages SharePoint personnalisées par équipe Teams, qu'on pourrait potentiellement venir customiser soit avec du développement spécifique ou autre, je suis sûr que ça apportera une réelle plus-value parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de retours d'organisation et d'utilisateurs, de clients, enfin d'utilisateurs finaux, qui me disent, voilà, c'est très bien Teams, mais une fois que je suis dans une équipe, je me retrouve aussi perdu parce que je ne sais pas où commencer et autres. Et c'est vrai que se dire qu'on pourra apporter de la valeur dans le sens où on pourra apporter de l'information présentée sous une forme simple auquel potentiellement l'utilisateur est déjà habitué, je pense que ça aura un vrai plus. Un vrai plus. Du coup, je rebondis juste sur ton wiki, ça me fait penser à une chose, c'est que potentiellement demain, les pages wiki seront alimentées par le projet Cortex et que donc le centre de knowledge management de l'équipe Teams, enfin de l'équipe, pourrait se retrouver aussi du coup dans du wiki, pourrait donner du sens au wiki et donc le fait que ce soit de l'intelligence artificielle qui alimente ces pages-là, ça donnera plus de pertinence au contenu qui est proposé, quoi. Donc potentiellement, c'est des choses qui pourraient être vues plus tard. D'où tout l'intérêt de faire, du coup, vous avez bien compris, le côté technique avec les métiers. Puisque là, la technique est un peu faite avant le métier. Hein. On va peut-être attendre un petit peu de temps avant de se lancer sur les wikis et projets Cortex, mais tu vois, je ne savais pas du tout, donc bonne info, je n'étais pas au courant. Ah, c'est pas une info, hein, je projette. Ah, tu projettes, ok, d'accord, ouais. Ok. Écoutez, je vois que l'heure a plutôt bien passé. Je vais vous proposer de vous arrêter là parce que sinon, avec les trois compères qui sont avec moi, je pense qu'on pourrait y passer toute la journée, si ce n'est tout le week-end. Donc, je vous remercie déjà à tous d'être venus. C'est très sympa de vous avoir eu pour un premier podcast et qui sera pas le dernier. On reviendra très rapidement. Oui, vas-y. Ouais. Ce qu'on peut peut-être proposer, Adrien, c'est juste prendre une question. Je sais que ça peut être frustrant, mais peut-être si quelqu'un a envie de poser une question, une remarque, parce que pendant que tout le monde est encore là. Après, il y a toujours des timides, mais des fois... Des fois, on a des surprises. Voilà. Bon, on n'aura pas de surprise. Pas de questions. On espérera que pour le prochain podcast, on aura des surprises. Non, plus sérieusement, l'idée, c'est vraiment de vous proposer d'autres contenus. Je sais qu'on a quelques consultants plus axés sécurité dans le lot et je voudrais leur faire un petit peu un appel du pied parce que l'objectif, c'est pas de parler que de Teams. Là, c'était le premier podcast. J'ai choisi un sujet un peu facile à présenter, animer. Mais oui, on peut parler de la sécurité dans Teams aussi. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment d'aborder tous les sujets de la digital workplace. Donc, s'il y a également des speakers, speakeuses dans le lot, n'hésitez pas à vous manifester. On ne manquera pas de vous proposer des sujets divers et variés. Voilà. Donc, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci Adrien. Merci à tous. Bon après-midi. À bientôt. Ciao. À bientôt. À bientôt. Bientôt.